Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Salut Hélène. Il n'aura fallu que 2 jours de conclave pour choisir un nouveau pape. 4 tours de scrutin seulement, ça signifie qu'un profil a fédéré, celui de Robert Francis Prévost, désormais Léon XIV. Il est le premier pape issu des États-Unis d'Amérique. Un choix qui a surpris certains observateurs du Vatican. On pensait qu'un pape nord-américain, venant d'une superpuissance, ce serait trop clivant pour l'Église universelle. Pourtant, si Léon XIV est né à Chicago, son parcours religieux s'est surtout déroulé en Amérique latine, notamment au Pérou. Son élection incarne une église mondialisée, multiculturelle, fidèle à l'esprit du pape François. Dans son discours d'ouverture, Léon XIV a d'ailleurs insisté sur la nécessité d'une église qui construise des ponts et qui accueille tout le monde. Jean-Marie Colombani, est-ce qu'on peut dire que Léon XIV est un pape de synthèse, un pape de rassemblement ? On ne le sait pas encore. En tout cas, c'est un pape d'abord de continuité par rapport à François, lequel n'était pas un pape de rassemblement, puisque c'était un pape qui avait fortement clivé, comme on dit aujourd'hui, et qui avait en tout cas provoqué des débats et des mécontentements dans un certain nombre de cercles catholiques. Léon XIV, là, se place dans la continuité de François. Il s'y place par son premier discours, ses premiers propos, qui sont axés sur la paix et sur établir des ponts. Et on se souvient que François avait vertement critiqué Donald Trump pour lui vouloir construire des murs au lieu de ponts, précisément. Donc il y a une filiation qui est là. Il y aura aussi, malgré tout, une autre façon de gouverner l'Église. Chez François, c'était très vertical. Et chez ce nouveau pape, ce sera au contraire beaucoup plus ouvert. C'est quelqu'un qui vient d'une congrégation qui s'appelle les Augustiniens. Les Augustiniens sont un ordre très intellectuel, très érudit, et qui comportait aussi une dimension missionnaire. Lui-même a été missionnaire au Pérou, donc pendant 10 ans, et pendant 10 autres années, toujours au Pérou, évêque. Donc il a des racines qui sont latino-américaines, des racines entre guillemets professionnelles qui sont latino-américaines par rapport à ce que l'on peut dire sur son origine nord-américaine précisément. Il y a donc des éléments de continuité, il y aura des éléments différents, mais en même temps, les dossiers sont tellement lourds, on ne sait pas encore à ce stade comment il va les traiter. Alors justement, dans quel état est-ce que Léon XIV trouve l'Église ? Quels sont les gros dossiers qui l'attendent ? L'Église catholique, elle est en crise, et elle est en crise sur plusieurs fronts. Il y a évidemment, d'abord, tout le monde y pense, le front financier, parce que ça a été un sujet qui a été très polémique avec des scandales à la clé, etc. Donc il y a toujours un problème de comment gérer plus sainement les finances. Mais il y a surtout l'énorme scandale sexuel et la pédophilie d'un certain nombre de prêtres et de religieux. Et donc là-dessus, l'Église est divisée. Il y a une partie de l'Église qui souhaite et notamment à l'initiative de l'ancien pape Ratzinger, Benoît XVI, qui est pour une politique de fermeté, de ne rien laisser passer. Et il y a aussi toute une autre partie de l'Église, dont on dit qu'elle est plutôt au sud, qui reste plutôt attachée à des formes d'omerta. Mais ça, c'est un énorme dossier. L'autre dossier, c'est aussi celui du statut des femmes. Enfin, la porte a été entrouverte à une évolution par le pape François, mais regardez les images que l'on avait là de ce rassemblement des 130 et quelques cardinaux. Il n'y a pas une seule femme dans le circuit. Si, il y a des femmes pour servir les cardinaux dans l'établissement qui les abritait. Et il semblerait que Léon XIV soit un peu moins ouvert que le pape François sur cette question, alors, si on en croit ses déclarations passées. C'est très possible, oui. C'est très possible, mais c'est aussi quelque chose qui est devant lui. Il y a aussi toute une série de questions d'ordre éthique et qui touchent à la sexualité, etc., qui seront aussi sur le devant de la scène. Ne serait-ce que, par exemple, en France, les débats sur la loi sur la fin de vie, toutes ces questions vont être aussi au devant. Et puis il y a les questions diplomatiques, parce que évidemment le Vatican est un État et peut jouer un rôle diplomatique. Et là-dessus, évidemment, on verra ce qu'il met sous le vocable de paix. On se souvient que François s'était fourvoyé
dans une analyse un peu rapide de la situation entre la Russie et l'Ukraine. Donc on peut espérer que là, il y aura une vision un petit peu différente qui rétablira l'ordre des responsabilités dans cette guerre. Et évidemment, la relation avec Israël et la relation avec le clergé juif aussi, qui sont un élément très important pour le Vatican, et où là, il voudra, je pense, continuer, mais dans un contexte qui est un contexte extrêmement difficile. Donc voilà, ça fait une série d'enjeux à la fois diplomatiques et propres à l'Église elle-même, dont il faut rappeler l'Église elle-même qu'elle est, on disait en crise financière, mais cette crise financière fait qu'elle est essentiellement supportée par deux églises, l'église nord-américaine, l'église des États-Unis d'une part, l'église allemande d'autre part. Donc tout cela fait une somme de charges assez extravagantes sur les épaules de quelqu'un qui est certainement forgé aux responsabilités, parce que l'ordre des Augustiniens, il les a dirigés, il a dirigé 2 fois les Augustiniens, ce sont à chaque fois des mandats de 6 ans, donc il a en même temps l'expérience de l'exercice du pouvoir. Alain Frachon, j'aimerais qu'on s'arrête sur le fait que ce nouveau pape vient donc des États-Unis. Ça signifie que le pays est assez grand pour donner à la fois un pape et un président comme Donald Trump ? Alors, c'est pas exactement le même mode de désignation, mais c'est vrai que c'est d'autant plus important, je pense, que Donald Trump est à la Maison-Blanche, c'est-à-dire un président qui casse, qui détruit, qui veut révolutionner les choses dans un sens ou dans un autre. Donc, c'est pas inintéressant de voir qu'il y a un autre grand Américain qui siège maintenant au Vatican. C'est aussi le signe de la relative bonne santé de l'Église catholique aux États-Unis, car parmi les églises chrétiennes, je crois qu'elle est à peu près la seule qui progresse. Très longtemps, les États-Unis ont été majoritairement dominés par des protestants. Les fondateurs des États-Unis étaient des protestants, épiscopaliens, luthériens, etc. Les fondateurs des premières colonies américaines, avant même la guerre d'indépendance. Et le pays est très marqué, porte cette marque-là. Eh bien, en fait, maintenant, les protestants sont minoritaires sur un fond qui est un fond qui ressemble de plus en plus à l'Europe, c'est-à-dire un fond de déreligiosité. Il y a encore 20 ans, un Américain allait au temple, à la synagogue, à la mosquée, à l'église, peu importe. Mais il avait une religion, et la religion est quelque chose qui comptait dans la sociabilité américaine et dans la vie civile américaine. Elle compte moins. Il y a un vaste mouvement de déreligiosité. À l'intérieur de ce mouvement de déreligiosité, donc si on cherche à prendre des pourcentages par exemple, les protestants américains ne représentent plus que 48% de la population. Les catholiques, eux, sont en augmentation. Ils représentent 23% aujourd'hui, en augmentation. Ils sont en augmentation aussi à cause de l'immigration latino-américaine, naturellement. Le profil du pays, notamment dans tout le sud-ouest, a profondément changé. Voilà. Mais ce mouvement de déreligiosité s'accompagne d'un regain de militantisme politique de la part des chrétiens, comme de la part des autres. Mais enfin, les chrétiens, c'est l'essentiel. Les juifs ne représentent moins de 2% de la population américaine, et l'islam, c'est moins de 1%. Tout mélangé. Asiatique, arabe, c'est moins de 1%. Donc, voilà la situation. Et à l'intérieur de ce mouvement de déreligiosité, il y a un regain de militantisme politique. Et ce regain nous intéresse particulièrement en ce qui concerne les catholiques. Alors, de manière générale, les pratiquants d'une religion dominent l'électorat républicain et les non-pratiquants dominent l'électorat démocrate. Mais pendant très longtemps, jusqu'à il y a peu de temps encore, je pense qu'on pourrait dater ça sans doute de Trump numéro 1, pendant très longtemps, les catholiques dominaient l'électorat démocrate. Et c'est fini. Les catholiques, aujourd'hui, dominent l'électorat républicain. 52% des catholiques américains ont voté républicain. Et 48% des catholiques américains seulement ont voté démocrate, alors que les catholiques étaient majoritaires avant. Dans l'ensemble catholique, il y avait plus de gens qui votaient démocrate que républicain. Eh bien, ce mouvement s'est inversé. Ça ne veut pas dire, pour autant,
que l'Église catholique américaine se range dans le grand mouvement qu'on appelle le nationalisme chrétien, qui comprend essentiellement des évangéliques, mais on en reparlera, et qui a coalisé Trump, si vous voulez. Le mouvement MAGA, il est fondamentalement un mouvement nationaliste chrétien. Il y a une branche du catholicisme américain dans le mouvement MAGA, représentée par J.D. Vance, le vice-président, ou d'hommes d'affaires de la Silicon Valley, comme Peter Thiel ou d'autres. Donc, elle est divisée, cette église. Par exemple, si vous prenez l'archevêque de New York, Tim Dolan, lui, il est très proche du mouvement MAGA. Il a quasiment soutenu Trump pendant la campagne électorale. Ce n'est pas du tout le cas de Léon XIV ou de l'archevêque qu'il a été à Chicago, je crois. Pas du tout. Donc l'Église est divisée. Une partie de l'Église catholique s'est fondue dans le mouvement MAGA, ce mouvement de nationalisme chrétien dont on peut reparler, parce que il domine très largement la vie politique américaine aujourd'hui, dans la mesure où il est au pouvoir. Il est au pouvoir au Congrès et il est au pouvoir à la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, cet archevêque de New York que vous citez, Timothy Dolan, avait les faveurs de Donald Trump, c'était son favori. Ce qui n'a pas empêché le président américain de réagir quand même, bien sûr, favorablement sur son réseau social à l'élection de Léon XIV. C'est un immense honneur de savoir qu'il est le premier pape américain. Quelle émotion, quel grand honneur pour notre pays. J'ai hâte de le rencontrer, ce sera un moment très significatif. À votre avis, est-ce que la cohabitation entre les deux hommes s'annonce délicate, eu égard aux positions qui semblent un petit peu différentes entre un catholicisme beaucoup plus conservateur de la part du mouvement MAGA et a fortiori de Trump et ce Léon XIV qu'on place sur une ligne moins dure? Ça dépendra de ce qu'il dira, parce que la pomme de discorde entre Trump et le précédent pape, le pape François, c'était la question de l'immigration. Et sur les migrants, d'abord, ça a été un combat d'entrée de jeu du pape François, puisque ses premiers gestes, ça avait été de se rendre à Lampedusa, qui est la petite île italienne qui essaye d'accueillir un maximum de gens qui se perdent en Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes. Et il avait dit « Quiconque traite comme vous les traitez les migrants n'est pas chrétien ». Et il avait dit cela à l'adresse de Donald Trump. Donc on verra si le nouveau pape reprend à son compte cette analyse ou cette vision des choses ou non, parce que ce sera évidemment déterminant dans leur relation. Il y a aussi la question du vice-président américain qui s'est mis au premier rang des militants chrétiens et de ce que Alain développait tout à l'heure sur les nationalistes chrétiens. Et donc qui manifestement va jouer un rôle important, et un rôle d'autant plus important que Vance a en ligne de mire évidemment la succession de Donald Trump lorsque ce dernier aura achevé son mandat. Ce qui est sûr, c'est que l'autre grand sujet de l'Église catholique, c'était l'environnement. À l'initiative d'ailleurs du pape François. Et l'environnement, on sait que Donald Trump ne croit pas au réchauffement climatique, ne croit pas que le climat mérite une attention particulière. Donc là aussi, ça peut être une dissociation non négligeable avec le pape. Donc à ce stade, on ne sait pas comment le nouveau pape, mais ce qui est sûr, c'est que il s'est quand même exprimé sur les migrants en critiquant à plusieurs reprises le président américain sur les expulsions indifférenciées, et il a même fait un tweet directement à l'adresse de J.D. Vance en disant J.D. Vance a tort. Quand il y avait eu la grande tirade de Vance sur on aime d'abord sa famille, puis ses voisins, puis seulement après les gens qui nous sont loin, et celui qui était encore qu'archevêque à l'époque avait dit J.D. Vance a tort, il n'y a pas de hiérarchie de l'amour dans l'Église catholique. Alors je ne sais pas s'il conservera cette virulence-là, mais il y a quand même une trace de ça il y a quelques semaines. C'était Vance inspiré par Jean-Marie Le Pen, parce que c'était un des grands credos de Jean-Marie Le Pen. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le pape Léon s'est mis comme successeur de Léon XIII. C'est très important parce que Léon XIII était au fond celui qui a initié la doctrine sociale de l'Église et qui a mis au premier plan des préoccupations de l'Église la question sociale. Et donc, la question sociale, ça veut dire aussi le niveau des inégalités, le niveau des richesses et toute une série d'enjeux qui ne sont pas du tout dans l'esprit ni le programme de l'actuel président des États-Unis. Donc, s'il met là l'accent sur ce qui, dans la continuité alors du pape dont il se réclame, c'est-à-dire Léon XIII, il sera un pape, entre guillemets, social, et donc il se heurtera directement au capitalisme débridé, au capitalisme des prédateurs,
comme l'on dit aujourd'hui, qu'incarnent Donald Trump et les siens aux États-Unis. Alain Frachon ? Écoutez, c'est assez simple. Si l'on prend le corpus d'idées, entre guillemets, qui anime Donald Trump, numéro 1 et numéro 2, et même qui ont animé sa vie en général, l'ensemble de ses déclarations, et plus particulièrement son livre sur l'art de la négociation, c'est un homme qui connote positivement la richesse. L'amassement de richesse, c'est ça l'épanouissement, et c'est ça la réussite. Et donc c'est un homme qui n'aime pas les pauvres. C'est un homme qui a le génie politique qui lui a permis d'attirer de plus en plus de grands entrepreneurs de son côté, à coup de baisse fiscale systématique, et de diminution de l'État social systématique correspondant aux baisses fiscales dont bénéficient les riches. Donc c'est un homme qui connote positivement la richesse, l'enrichissement, l'accumulation de richesses, et qui est entouré uniquement de milliardaires. On ne lui connaît pas d'action philanthropique. En revanche, on sait que c'est un escroc. Il a été condamné au moins une demi-douzaine de fois pour escroquerie, dont des escroqueries énormes. Il avait créé une fausse université. Il a encaissé des familles qui avaient donné de l'argent pour inscrire leurs enfants à cette université. Il a été condamné à des millions de dollars de redressement, y compris de redressement fiscal, pas seulement dans cette affaire. Donc voilà un escroc qui n'aime que la richesse. Je vois mal que le message de Trump 2 s'accorde avec celui de Léon XIV. Et d'ailleurs, parmi les grandes fortunes américaines, il ne fait pas partie des grandes fortunes américaines. Il n'en fait pas partie. Il a une fortune qui doit être évaluée au mieux à 1 milliard de dollars, mais il n'en fait pas partie. Mais même des gens qui ont 1 milliard de dollars sont en général connus pour des actions philanthropiques. Pas Donald Trump, ni sa famille. D'ailleurs, à la Maison-Blanche, il continue à faire du business pour accumuler encore plus de richesses, puisqu'il considère que c'est l'accomplissement premier sur Terre. Donc voilà, non, je vois mal que les deux messages puissent se mélanger, et je crois que, et vous aviez raison de signaler, il y a 2 ans, ça s'est passé en 2023, lorsque J.D. Vance a avancé son catholicisme particulier, et s'est fait redresser par l'archevêque, celui qui était alors l'archevêque de Chicago. Voilà. Non, je ne vois pas ça. Et je ne vois pas non plus, si vous voulez, la moindre passerelle entre le mouvement nationalisme chrétien et Léon XIV. Pourquoi dit-on nationalisme chrétien ? Parce que ce sont des gens, et encore une fois, ce n'est pas simplement un mouvement basiste, c'est un mouvement organisé, avec des relais financiers très puissants. Ce sont des gens qui ont une vision identitaire de l'Amérique. L'Amérique est blanche, et l'Amérique est chrétienne. Protestante d'abord, catholique ensuite, mais l'Amérique est blanche, elle est chrétienne. Et ces gens-là s'estiment victimes. Donc la victimisation fait aussi partie de la vision des nationalistes chrétiens. Ensuite, ils sont catastrophistes, c'est-à-dire que si on continue comme ça, en autorisant le mariage LGBT, cette espèce de laxisme sociétal et l'immigration, eh bien, on va à la catastrophe et à la fin des États-Unis. Et enfin, ils sont contre la démocratie. Ils pensent que pour redresser la barre, si vous voulez, il faut de l'autoritarisme politique, il faut sortir des mécanismes de la démocratie américaine, et d'où la séduction qu'exerce l'homme fort que serait Trump, et qui, de ce point de vue, est en totale sympathie avec le mouvement des nationalistes chrétiens. Donc voilà, si vous voulez, je vois mal comment et sur quel point il y a des points d'accord. Il y a des points d'accord sur l'avortement. Vous l'avez souligné tout à l'heure, autant il a semblé que le pape François avait fait des déclarations ou avait eu une approche plus tolérante du mouvement LGBT, autant on n'a pas vu ça, au contraire même. Il a dénoncé la bénédiction de mariage homosexuel, Léon XIV, au contraire. Et sur le plan du rôle des femmes, comme le rappelait Jean-Marie, il était très classique, enfin dans la doctrine classique de l'Église. Donc il y a des points communs, si vous voulez, qui peuvent être l'avortement, le mouvement LGBT, la contraception, et favoriser l'école confessionnelle. Voilà, école confessionnelle sur lesquelles le mouvement MAGA a mis la main, avec des livres qui sont interdits, censurés, à l'index. Tout ce qui concerne l'évolution. Oui, voilà, notamment tout ce qui concerne l'évolution. Le mot climat est interdit aussi, puisqu'il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est un mythe. Je vois peu de points de concordance entre le nationalisme chrétien, qui n'est pas majoritairement catholique, qui est majoritairement évangélique, c'est-à-dire une branche du protestantisme, mais je vois mal de points communs
entre ces deux pôles de puissance, j'allais dire de puissance spirituelle, mais parlant de la Maison-Blanche de Donald Trump, c'est sans doute un peu délicat, encore qu'il ne faut pas s'y tromper. C'est une puissance au moins politique, peut-être pas spirituelle, mais... En tout cas, le descriptif que vient de faire Alain sur ce qu'est le nationalisme chrétien, c'est en tout point ce que professe Poutine en Russie. Mais le mot à mot de la doctrine poutinienne, de ce qu'est aujourd'hui la Russie. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani, merci à Alain Frachon. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.